Bonjour et bienvenue à vous. Vous êtes bien évidemment sur le plateau d'On se dit tout sur Médien TV. C'est un plaisir de vous retrouver sans stress, bien sûr. Le stress, c'est notre premier sujet du jour. Stress, normal, anormal, ses conséquences sur le corps et sur le mental. On en parle dans un petit moment. Et puis ensuite, on enchaînera sur une interview 100% santé. Nous allons parler des fausses couches à répétition avec un gynécologue, le docteur Hicham Ben Abbas Taarji. Restez avec nous pour tous ces détails. À tout de suite. Stress normal, stress anormal, conséquences sur le mental et sur le corps. On en parle tout de suite avec vous, docteur Mohamed Benkiran Saadi. Bonjour, docteur. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci une nouvelle également. fois. Vous êtes médecin ORL et également médecin énergéticien. Pas seulement, la liste est très longue, mais on ne peut pas tout donner. Au fur et à mesure de l'émission, justement, on rappellera vos différentes spécialités. Docteur Mouna Lohman, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir, docteur. Merci beaucoup d'être là une nouvelle fois. Vous êtes médecin généraliste de formation, mais pas que. Vous êtes également médecin de la douleur, psychothérapeute, entre autres. En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'être là sur le plateau. Nous allons parler du stress. Alors, l'éternel sujet, justement, le stress incriminé dans de nombreuses maladies du siècle. On l'appelle lui-même la pathologie aussi, le mal du siècle. On va essayer de comprendre justement son impact sur la santé, sur le corps et sur le mental. Mais d'abord, on va essayer de comprendre les mécanismes du stress. On dit d'abord qu'il y a un stress qui serait normal, qui serait même positif. Docteur Mouna Lohman, est-ce que vous êtes d'accord ? Alors tout à fait. D'ailleurs, le mot stress est un mot qui est apparu à la fin du 19e siècle, qui a un rapport avec les tensions que l'on était amené à exercer sur les individus qui devaient s'adapter au processus d'industrialisation. Donc ça serait un petit peu l'historique du stress, qui vient, le terme vient évidemment du monde anglo-saxon. Dans notre réalité, sans stress, il n'y aurait pas de vie. Parce que c'est ce stress physiologique, à un dosage adapté, qui nous motive, qui nous fait avancer, qui stimule notre curiosité et qui nous permet de nous réaliser. Alors, à partir de quel moment ce stress devient-il nocif? Ça, c'est la question qu'on va essayer de débattre avec le docteur Benkiran. Pour chaque individu, à partir de quel moment ce stress devient-il pernicieux? Absolument. Alors justement, docteur Benkiran, vous êtes médecin ORL de formation, mais vous êtes également médecin énergéticien. Oui. Est-ce que le stress, c'est une forme d'énergie? Ah oui. Ah oui. Alors le stress, pour essayer de comprendre, il faut savoir qu'il remonte à la naissance de l'humanité. L'être humain vit dans un environnement à la fois intérieur et extérieur. Il a passé toute sa vie à s'adapter à cet environnement. Et la principale chose et la première chose à laquelle il fallait qu'il fasse attention était sa survie. Donc, du temps de la préhistoire, du temps des dinosaures, du temps des lions et tout ça, il y a un mécanisme qui s'est développé chez l'être humain, c'est le fight or flight. Soit face à un danger, face aux dinosaures, soit j'attaque, soit je fuis, soit je suis paralysé. Or, ce mécanisme-là, il est toujours présent à l'heure actuelle. C'est ça qui est extraordinaire, point numéro 1. Et il fait partie de ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Quand je mets en branle ce cerveau reptilien, quand il y a un danger... Que nous avons en nous? Il est en nous, il est installé en nous, en chacun de nous. Au niveau du cerveau, justement? Au niveau du cerveau, c'est le cerveau reptilien, la partie la plus ancienne, la partie archaïque du cerveau. Et qu'est-ce qui se passe quand se met en branle cette réaction de défense vis-à-vis de quelque chose qui risque de me nuire à ma vie? Il y a ce qu'on appelle le système neurovégétatif qui se met en branle et qui est commandé par le système limbique, qui est le système émotionnel. Une émotion de peur intense va entraîner un branle-bas de combat qui fait que mon système ostéomusculaire va être très vivace. C'est un peu compliqué, docteur. Comment on peut simplifier? Pour simplifier, voilà. J'ai besoin, face au danger, d'attaquer ou de fuir. Oui. Donc, le corps va choisir certains systèmes qu'il va inhiber et d'autres systèmes qu'il va activer. OK. Il a le système sympathique qui accélère et il va actionner ce qu'on appelle le système ostéomusculaire pour pouvoir fuir.
il va inhiber le système digestif. Je n'ai pas besoin de digérer ce que vient de manger, puisque si moi je ne fuis pas, je risque moi-même d'être dévoré, et c'est le dinosaure qui va me digérer. Mais donc, ça, c'est des réactions primitives. Mais justement, c'est ça le drame, parce que pour arriver à où nous en sommes, il faut qu'on évoque ça. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, beaucoup de choses ont changé. Il n'y a plus de dinosaures, d'accord? Mais il y a les dinosaures de la vie courante. Ces dinosaures de la vie courante, le corps, le cerveau ne fait pas la différence entre ces anciens dinosaures et les nouveaux dinosaures, qui font que si je me sens en mode survie ou agressé dans ma structure aussi bien professionnelle qu'à la maison, que ma structure sociale, le même mécanisme va se déclencher. Donc pour vous, il n'y a pas de petit stress? Il y a des petits stress. Ce sont ces petits stress qui nous permettent, bien sûr, et qui permettent aux animaux de ne pas se laisser dévorer. S'il n'y avait pas cette petite peur et ces petits stress de se dévorer, eh ben, l'animal serait là en attendant qu'on vienne le manger. Non, il y a des petits stress qu'on appelle positifs, et ça, on va en parler, mais je voulais d'abord enclencher sur le mécanisme, parce que c'est ce mécanisme-là. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe malade? C'est parce que ce mécanisme, qui normalement devrait être déclenché que quand il y a des cas de survie, est déclenché par des petits stress. Des petits stress de tous les jours. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne s'adapte plus? Justement, mais c'est une adaptation qui est dysfonctionnelle, qui est exagérée, qui n'est plus dans les normes. C'est comme s'il y avait un petit danger et le corps le vit comme un grand danger. Et il met en branle-bas le système de combat. Adrénaline, cortisol. Adrénaline, cortisol. Mais alors docteur Mouna, est-ce que vous êtes d'accord justement? Est-ce que le corps n'arrive pas à s'adapter à ces petits stress? Alors, en reprenant l'historique, préhistorique de mon collègue, effectivement, nous, en tant que primates, si on adhère à cette vision, on a été formatés pour faire face au stress aigu. Parce que le dinosaure ne nous attaque pas tous les jours. Et entre attaque et attaque, on se repose. Exact. Et on a un niveau de stress, pas nul, mais physiologique. Voilà. Alors, le changement, pour quand on parle de maladie du siècle, c'est qu'on est passé d'attaques ponctuelles qui menacent la vraie survie à un stress de basse, voire de moyenne intensité, parce que les gros stress, on les identifie, décès, perte d'emploi, etc., etc. Et ce cumul de stress qu'on n'arrive plus à identifier, parce qu'on s'y habitue. Le petit stress. De petit stress finit par avoir une charge de pression sur l'individu. Mais comment ça se fait, justement ? Alors là, on peut revenir aux grilles de lecture sur le plan sociétal, c'est-à-dire le stress au travail, comme l'a évoqué mon collègue, le modèle d'organisation des sociétés, l'hypercompétitivité que nous avons hérité des modèles anglo-saxons, la valeur suprême de l'argent, du succès professionnel, social, familial, d'avoir des enfants, que tout le monde... Voilà. Il y a un niveau d'exigence par rapport à nos attentes de la vie où on ne s'autorise plus l'échec, voire la juste mesure qui me convient. Mais pour vous, en tant que spécialiste, ça reste des petites, voire moyennes sources de stress. C'est-à-dire, ce sont des petits stress, apparemment petits, mais comment ils sont vécus par la personne? Là, on va faire intervenir la perception que nous avons du stress. Vis-à-vis des mêmes stress, certaines personnes sont zen et d'autres le vivent très très mal. Et là, vont intervenir ce qu'on appelle le facteur émotionnel qui nous submerge. Parce que l'énergie émotionnelle est deux fois plus rapide que l'énergie de la pensée. Donc, on se laisse submerger par la peur, on se laisse submerger par la colère ou par la tristesse, ce qui fait qu'on est tout le temps dans la peur de ne pas réussir, dans la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas terminer. Regardez ce qui se passe maintenant en entreprise, ce qui est demandé à chaque personne qui travaille dans le truc, les burn-out qui existent. C'est dû à quoi ? Parce qu'on demande au corps de plus en plus. Or, ça se manifeste par quoi au niveau du corps ? Justement. Par un taux d'adrénaline qui augmente et un taux de cortisol qui augmente. Mais en permanence, le corps n'a pas le temps de récupérer qu'un autre stress arrive. Trop de petits stress sont plus rongeants et plus destructeurs. Physiquement, ce stress, lorsqu'il est ressenti, vécu, il va déclencher, vous l'avez dit, par un processus... Exact, du système sympathique parasympathique. Voilà, au niveau cérébral, va déclencher la production d'hormones par le corps. Les hormones du stress. Et ces hormones du stress ont des effets dévastateurs sur le corps s'il reste en permanence à ce niveau de stress.
Donc c'est un niveau d'adrénaline, un niveau de cortisol élevé. Vous voyez, voilà, les maladies vont commencer à s'installer de façon chronique. Or, ce qui est grave, c'est que c'est tellement à bas bruit que la personne, il y en a qui ne se sentent même pas stressés. Oh, moi, je n'ai pas de stress, je suis très bien. Alors qu'il est à un niveau de stress. Il s'est tellement habitué à ce mode stressant qu'il ne sent même pas que c'est un effet cumulatif. Alors justement, docteur Mouna Lohman, j'en profite pour vous poser cette question. Comment savoir que je suis stressée? Alors, juste pour enrichir un petit peu l'apportation de mon collègue, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que tous les organes sont interconnectés. Voilà. Donc tout ce qui est dans la circulation sanguine, noradrénaline, adrénaline, cortisol et autres hormones, vont finir par retentir sur l'ensemble des organes. Alors pourquoi je vais avoir plus des problèmes digestifs que des problèmes cardiovasculaires? Là, on va rentrer encore une fois dans le terrain génétique, dans le sexe, dans le comportement agressif, passif, de leader ou de suiveur, etc. On va parler des maladies dans un moment. Exactement. Donc, ce stress-là finit par... il y a une première phase où je reçois le stress et effectivement, il y a les 3 réactions de base. Dans la deuxième phase, il y a une tentative d'adaptation de mon corps. Donc, à ce moment-là, il nivelle continuellement. Imaginez que nous ayons une corde avec un organe au centre et chacun de nous, le sympathique tire d'un côté, le parasympathique tire de l'autre. Au bout d'un moment, il y a épuisement. Et là, on va passer dans la 3e phase, qui est nommée ainsi, phase d'épuisement, où les dysfonctions vont petit à petit se traduire en maladie dont on parlera tout à l'heure. Docteur Benkelen disait, le malheur, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas justement qu'elles sont déjà en production de ces hormones qui vont détruire en quelque sorte certains organes, faire du mal au corps. Donc certaines personnes ne savent même pas qu'elles sont stressées. Alors justement, comment on peut répondre à ce point-là? Comment on peut savoir? Alors pour moi, un des indicateurs qu'on est déjà dans un stress en voie de décompensation, c'est que quand on fait, vous avez des techniques simples, le planning de la semaine, la propre personne se rend compte qu'il n'y a pas des plages de repos, des plages de régénérescence, des plages où elle fait de la relaxation, de la méditation, où elle ne s'occupe pas. Deuxième paramètre, où il y a un effet obsessionnel qui se met en place par rapport aux activités professionnelles. Dans le travail, en dehors du travail, dans la famille, avec les amis, on tourne autour de la même chose. Mais c'est normal un peu de tourner autour de la même chose, c'est-à-dire, c'est ça la routine, non? Non, de parler, par exemple, vous êtes enchanté de votre activité professionnelle, et on en parle continuellement. Alors, un des indicateurs aussi... Positivement ou négativement? Non, négativement. C'est-à-dire que votre stress s'exporte dans les autres sphères de votre vie où vous devriez vous ressourcer. Alors, un des premiers indicateurs du burn-out, c'est les personnes qui sont tellement phagocytées, c'est-à-dire mangées par leur environnement toxique dans le travail, où elles vont en parler continuellement. Regarde, ma patronne, mon patron m'a fait ceci, m'a fait cela. On est en redondance et on évolue vers des modèles obsessionnels par rapport à ce stress. Donc, à aucun moment, vous ne permettez à votre corps de baisser la garde et de se restructurer. Alors justement, nous allons parler, docteur Mohamed Benkelen Saadi, de ces conséquences sur le corps, justement. Le stress est incriminé dans beaucoup de maladies. Cancer, maladies, pathologies cardiovasculaires, etc. Est-ce qu'on peut un peu insister sur le fonctionnement de ces hormones? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau du système neurovégétatif, le système neurovégétatif qui est justement le sympathique accélérateur et le parasympathique le freinateur, les gens qui sont hyper stressés, ils sont en hypersympathicotonie, c'est-à-dire qu'ils tirent trop sur leur système sympathique. Or, tirer sur le système sympathique, c'est comme si vous rouliez avec une voiture en accélérant et en même temps en ayant le frein en même temps. Ça finit par chauffer. Or, le système neurovégétatif, il contrôle tous les organes. Il fait partie du subconscient. Et vous allez me dire, alors quels sont les organes qui vont être touchés? Eh bien, comme a dit ma collègue, c'est un ensemble de facteurs. D'abord, j'ai téléchargé de mes parents une certaine façon génétique d'être. Ensuite, mes parents eux-mêmes ont certains vécus qui fait partie de ce qu'on appelle de mon épigénétique. Je la traîne avec moi. En plus de ça, dans le ventre de la maman, j'ai des souffrances qui ont été vécues. Et ces souffrances vont être engrammées dès les premières semaines, quand déjà le cœur va se former. Alors là, je voudrais insister sur cette notion de cœur qu'on va faire intervenir dans le stress. Parce que l'Institut HeartMath, qui est un grand institut de recherche sur le stress, depuis 1990, on fait des études extraordinaires sur ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et je vais l'expliquer. Donc, le cœur, qui est le premier à apparaître, est le maître à jouer
au niveau de mes cellules qui sont en train de grandir. Grâce à sa pulsation, il va envoyer de l'information à toutes mes cellules. Okay. Si ce cœur-là a engrammé de la souffrance sous forme de peur, la maman a vécu des peurs, la maman a vécu des tristesses, ça va être engrammé dans les pulsations et ça va s'engrammer dans mes cellules. Okay, donc je viens avec ça. Si on peut s'arrêter sur ce point déjà, oui. parce que ça met énormément de pression sur les mamans qui nous suivent. Elles n'y sont pour rien. Elles n'y sont pour rien. Mais, mais voilà, tout le monde si vit des... maintenant on arrivait à leur expliquer que elles ont tout intérêt, quand elles sont en état de grossesse, de faire le maximum pour protéger leur enfant. Parce que si elles ne savent pas ça, elles peuvent se permettre des colères, elles peuvent se permettre des peurs, alors qu'elles pourraient éviter beaucoup de petites choses. Comme on fait de la prévention, eh ben, allons jusqu'au bout de la prévention. La prévention commence déjà à l'intérieur du fœtus. Il faudrait que l'environnement aussi aide ces mamans. Puisqu'on sait que les cellules sont très sensibles à l'environnement intérieur et extérieur. Or, nous sommes quoi? Nous sommes des milliards de cellules groupées sous forme de système cardiovasculaire, système neurologique et ainsi de suite. Donc, il faut qu'on puisse rentrer dans ces cellules le maximum d'informations positives à mon bébé. Parce que sinon, ce bébé va sortir, il va avoir ce qu'on appelle des points faibles au niveau de sa structure. Si là, la maman, par exemple, a vécu des peurs, eh bien, au niveau du système rénal et de la vessie, le méridien du rein et le méridien de la vessie va être fragile. L'enfant va avoir, par exemple... Mais toutes les mamans, on va dire, toutes non, je ne vais pas généraliser, mais beaucoup de mamans angoissent pendant leur grossesse pour le bébé. Oui. Est-ce que pour vous, ça Alors, ça dépend pas le exister. degré d'angoisse. On peut avoir une angoisse avec récupération, mais pas l'angoisse à outrance. L'angoisse à outrance, il faut un équilibre entre les deux. Il faut laisser autant aux cellules de récupérer. J'ai envoyé de l'angoisse, je laisse un peu de temps. Et bien la cellule va se débarrasser de cette angoisse. Et c'est comme ça qu'on prépare beaucoup de maladies. Or, on peut voir n'importe quelle maladie parce que le système neurovégétatif s'occupe de tous les organes. Là, on parle vraiment de stress excessif, bien sûr. C'est ça le plus important parce que nous, on veut que les gens puissent se rendre compte qu'au maximum, il faut apprendre à gérer ses émotions, à gérer ce stress-là. Et il y a des techniques, on va en parler, il y a des solutions. Si on apporte des choses, c'est parce qu'on a quelques solutions à proposer aux gens pour les aider. Alors, docteur Mouna Lohman, justement, docteur Benkiran a un petit peu parlé des conséquences sur le corps, mais a parlé aussi des émotions. Les conséquences du stress excessif sur le mental, sur les maladies mentales. Vous êtes médecin de la douleur, vous êtes psychothérapeute, vous êtes spécialiste en psychosomatisation. Donc, ce sont des choses que vous rencontrez dans votre cabinet. Tout à fait. Alors, pour que le stress soit perçu par le corps somatique, c'est-à-dire mon corps physique, comme étant excessif, il faut qu'il y ait des grilles de lecture. On revient à ça, parce que le stress, je pourrais le vivre d'une manière complètement différente à mon collègue, en fonction de mon interprétation de la réalité. D'accord? Donc, si je suis, par exemple, dans une ville tranquille et il y a une bombe qui tombe, mon niveau de stress va être beaucoup plus important que si on est dans une zone de guerre où, quelque part, mon cerveau admet... Bon, c'est préparé. Donc, il y a tout ce qui est engrammage, comme me dit mon collègue, c'est-à-dire information prénatale avec lequel je vais arriver. Donc ça, on le trouve par exemple chez les gens qui pratiquent les constellations familiales, où on voit des modèles de maladies qui se répètent de génération après génération. Donc on émet l'hypothèse qu'il y a effectivement de l'information qui passe à travers les générations. Alors, ça reste hypothétique. Pour certains, ça reste hypothétique, pour d'autres, ça ne l'est pas. En tout cas, ça dépend de la vision du spécialiste. Ça dépend de la vision du spécialiste. Mais en tout cas, il y a ce concept de transmission d'informations avant ma propre conscience. L'épisode de la grossesse est fondamental en psychosomatique. Est-ce que cette grossesse a été désirée, n'a pas été désirée? Est-ce que la mère a vécu des situations de conflit, de divorce, etc. Donc, tout ça va effectivement conditionner à travers les mécanismes biologiques qu'a expliqué le docteur Benkiran avec ce jeu de tension entre le sympathique et le parasympathique, un système informatif qui se met à commun dans un ordinateur, un certain modèle de programmation que l'on va retrouver des années plus tard chez les patients que je vois qui sont des douloureux chroniques, justement sensibles, avec une sensibilité accrue à la douleur. Donc, des études ont montré que les personnes qui ont souffert de maltraitance avant la naissance et après la naissance ont un système Comment ça avant la naissance ? Grossesse non désirée, mère qui a subi des violences, mais tout ça, l'information... il faut que nous comprenions que notre corps est hyper connecté.
ce n'est pas un ensemble d'organes interreliés. Ensuite, pour ça, c'est juste pour expliquer au niveau physique. Ensuite, il y a un niveau spirituel. Ensuite, il y a les niveaux énergétiques du corps. On est beaucoup plus complexe que nous l'abordons de manière commune. Donc, ces personnes-là ont leur système de régulation de la douleur, puisque je parle de ce que je maîtrise le mieux, déjà perturbé. C'est-à-dire une stimulation A, qui pour moi ne provoquera pas de douleur chez ces personnes, fonctionnerait comme une amplification de leur perception. Donc, et vous faites le lien justement? Oui, tout à fait, tout à fait. Et en faisant le lien avec le patient, il arrive à comprendre que finalement c'est un déséquilibre qu'il doit réguler à l'âge adulte. Ok, Voilà. mais et si on les émotions, pardon, oui, pardon, allez-y. Alors, les émotions sont dues aussi à mon... alors, il y a les émotions primaires, la peur, l'angoisse, etc. Et puis, il y a les émotions secondaires qui dépendent de ma grille de lecture. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce qu'à mon statut social, on peut me parler comme ça? Est-ce que je mérite qu'on me maltraite pas? Donc, il y a des interprétations de réalité qui vont générer des émotions particulière, la frustration dans le travail, par exemple, le fait qu'on ne me consulte pas pour prendre des décisions relatives à mon poste de travail, le fait que mon collègue a été promu et moi, que ça fait plus de 6 ans que je suis au taquet et je n'ai pas reçu cette... Ça crée des émotions réfléchies parce qu'il y a une grille de lecture, parce qu'effectivement, j'analyse et je dis c'est injuste et l'émotion est là. Alors, pardon, une question. Dans un petit moment, avec Dr Taharji, nous allons parler des fausses couches à répétition. Et les spécialistes le disent, les gynécologues le disent, on ne trouve pas toujours une explication. Est-ce que pour vous, Dr Mouna Lohman, justement, c'est d'une manière ou d'une autre, de par votre spécialité à vous, une réponse à un stress? Alors, ça peut être cause et conséquence. D'accord? Oui, aussi. Aussi. C'est-à-dire que si une patiente, après avoir fait un bilan extensif, n'arrive pas à trouver une explication organique, et même si elle l'avait, la question n'en serait pas pour autant éludée, la question se poserait, quel est le signifiant de cette grossesse pour cette personne? Alors, on connaît le cas très médiatisé où un couple n'arrive pas à avoir d'enfants, ils essayent pendant plusieurs années, insémination artificielle, fécondation in vitro, et au bout d'un moment, ils lâchent l'affaire, entre guillemets, et ils s'engagent vers l'adoption. L'enfant arrive, hop, 2 mois après, la dame tombe enceinte. Donc là, on se pose des questions, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que je n'ai pas mis un stress énorme sur ce projet-là? Ou est-ce qu'au contraire, je ne me sens pas prête au fond d'être enceinte et c'est une manière, comme une autre, qu'a le corps de répondre à cette émotion-là? Docteur Benkiren, pardon. Je voudrais compléter ce qui a été dit par ma collègue parce que je vois des cas pareils. Je vois des cas pareils et on fait intervenir ce qu'on appelle la notion de corps énergétique. C'est-à-dire qu'au niveau de cet utérus-là, il faut savoir qu'entre le premier chakra, qui est celui où existe l'utérus, et le cerveau, il y a une connexion directe. Je vous donne un exemple. Une personne peut avoir subi des émotions très intenses vécues au niveau du cerveau droit. Ça va se répercuter sur la partie gauche de l'utérus. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une circulation neurologique croisée. Cerveau droit, côté gauche du corps. On va se retrouver avec un utérus et ça, on peut le voir. Ça, c'est bien sûr pas dans les principes de la médecine conventionnelle telle qu'on la connaît. Non, la médecine conventionnelle. Le cerveau droit contrôle le côté gauche. D'accord. Le côté gauche, le cerveau gauche contrôle le côté droit. Parce que vous parlez de chakra. Et ça, oui, c'est un complément. C'est toujours un complément. C'est seulement cette notion-là. On ne la fait pas intervenir dans le cas de la médecine classique pour des raisons ou pour d'autres. Je ne veux pas intervenir là-dedans. Mais toujours est-il que ce même utérus, parce que l'utérus, il faut le savoir, c'est un être vivant à part entière, avec ses émotions et avec son psychisme. Ce n'est pas qu'un vase. Il a engrammé, du point de vue informationnel, des engrammations de stress. Pas dans tout l'utérus, peut-être dans une moitié de l'utérus. Parce que, parlant du système sympathique, il y en a un qui est droit, l'autre qui est gauche. On peut très bien avoir un sympathique droit en surtension et un sympathique gauche normal. Or, pour que l'utérus puisse aller jusqu'au bout de son terme, il faut qu'il se sente équilibré et prêt. Or, voilà, il y a eu une nidation, il a pu tenir le coup, mais finalement, l'autre partie de l'utérus ne suit pas. Et il se provoque une fausse couche. Mais alors, je vous suis dans votre raisonnement, mais là où moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a des grossesses qui sont
on va dire, constitué dans un moment d'énorme stress. Un viol, par exemple. Oui. Voilà. Et pourtant, l'anidation se fait et le bébé reste dans cet utérus qui a vécu un stress énorme. Mais parce qu'il faut savoir une chose, que chaque individu est une entité à part entière. Et on ne peut pas comparer, on peut tout avoir. Est-ce que ça ne vient pas un peu contredire cette... Ça ne contredit pas, mais ça, c'est-à-dire, toutes les personnes qui ont subi des viols ne vont pas nécessairement perdre leur enfant. Il y en a qui vont le perdre, il y en a qui ne vont pas le perdre. Toutes les personnes qui ont la moitié du corps qui ne fonctionne pas bien peuvent aussi garder l'enfant s'il est enclavé, engrammé dans l'autre moitié de l'utérus. Donc on peut tout voir avec un être humain. Ça, c'était une parenthèse par rapport au sujet à venir. On ne peut pas tout généraliser, on peut tout voir, mais expliquer qu'effectivement, il y a des personnes à qui on a corrigé ce champ et ils ont pu avoir des enfants. Merci pour la réponse, docteur Mohamed Benkiran Saadi. Docteur Mouna Lohman, on se retrouve également dans un petit moment pour continuer la discussion, cette fois-ci avec les solutions. Comment arriver à gérer ce stress qui nous bouffe de l'intérieur, scientifiquement et physiquement et psychologiquement également. Et puis, les fausses couches à répétition, c'est notre sujet santé avec le docteur Hicham Ben Abbas Taarji. Restez avec nous, on se retrouve après la pause. A tout de suite sur Médien TV. Allez, comme premier, de retour justement pour vous apporter un maximum de solutions et pour lutter contre ce fameux stress qui nous ronge de l'intérieur. Docteur Mohamed Benkiran Saadi, médecin ORL, médecin énergéticien, et docteur Mouna Lohman, médecin généraliste, médecin de la douleur, psychothérapeute et spécialiste de la psychosomatisation. Donc d'abord, pour se débarrasser de ce stress, il faut l'identifier. On en a parlé en début d'émission, mais juste un petit rappel, docteur. Alors, l'identification du stress, comme de n'importe quel problème, est fondamentale avant d'envisager une prise en charge. Alors, la personne qui souffre de stress et qui commence à observer des dysfonctions au niveau de son corps, donc je nomme troubles du sommeil, troubles gastriques, palpitations au niveau du cœur, irrégularité menstruelle par exemple, doit se rendre compte que, ou fatigue, asthénie, c'est aussi des symptômes qui sont assez fréquents en consultation chez le médecin généraliste avant d'aller voir le spécialiste. Ce sont tous des indicateurs que le corps commence à entrer en phase finale du système d'adaptation à ce stress-là. Donc, le corps n'arrive plus à s'adapter et donc il envoie des signaux. Il commence à envoyer des signaux qu'il faut commencer à prendre au sérieux afin d'éviter leur évolution vers une pathologie plus clairement déterminée. Donc, les troubles du sommeil sont pour moi un indicateur fondamental parce qu'ils empêchent la récupération du corps. Donc, si je ne dors pas bien, soit dans l'induction du sommeil où je me suis réveillé plusieurs fois pendant la nuit, je ne peux pas prétendre à une récupération. Et il y a un phénomène de dette de sommeil qui se met en place, et ça, c'est la porte ouverte à la majoration de toutes les dysfonctions que chacun va pouvoir exprimer dans son corps. Alors, arrive l'évaluation aussi, bien sûr. Docteur Benkiran, l'évaluation pour vous, c'est pas exactement ça ? Non, c'est-à-dire que ça, c'est une évaluation effectivement d'observation, une évaluation psychologique, mais maintenant, scientifiquement, on a mis sur pied des appareils d'évaluation du niveau de stress. C'est ça qui est intéressant, et notamment le physioscanner. Vous avez le scanner qui vous montre des lésions, c'est le scanner ordinaire qu'on fait, ou l'IRM, mais quand il n'y a pas de lésion encore, le scanner ne montre rien. Or, avec le physioscanner, vous avez une idée précise de niveau de stress fonctionnel au niveau de chaque organe. Or, c'est ça qui est formidable. Et on peut observer avec ce physioscanner l'état des organes, de chaque organe, et voir les virus informatiques, je parle bien de virus informatiques, qui ont été téléchargés depuis que l'on a commencé, et c'est un effet cumulatif. Et c'est la porte d'entrée aux tumeurs, à toutes les... Absolument, c'est la porte d'entrée. C'est-à-dire, c'est déjà le corps qui dit « c'est trop, c'est trop, c'est trop pour moi ». Il est en dysfonction. On a des courbes précises. Vous avez la courbe de l'organe et vous avez la courbe de sa fonction. Est-ce qu'il est en hyperfonction? Est-ce qu'il est en hypofonction? Est-ce qu'il est en train de préparer quelque chose d'organique? Ça existe chez nous? Ça existe chez nous. D'accord. Maintenant, c'est nouveau, ça existe. Et les gens viennent, ils font un bilan, alors que le bilan sanguin n'a rien montré et la radio n'a rien montré. Pourquoi? Parce que c'est encore au stade fonctionnel. Donc, c'est bon d'en parler et d'en faire profiter les Marocains. Ça existe ailleurs, maintenant ça existe au Maroc. Et on peut faire un bilan précis du stress. Et une fois qu'on a commencé à corriger, on voit les changements. C'est comme si les choses
qui sont dysfonctionnels commencent à s'arranger. Alors, arranger, justement, on doit absolument passer à ce point. Docteur Mona Lohman, qu'est-ce que vous proposez à vos patients et aux téléspectateurs pour gérer ce stress, le dépasser? Alors, pour moi, il y a deux niveaux d'intervention. Il y a le niveau sur le plan individuel, dans son rapport à son corps, et le plan de la renégociation de mes rapports avec l'extérieur. Oui. Donc ça, il y aura des négociations jusqu'à certaines limites et jusqu'à ce que moi, je considère comme étant socialement admissible. Donc les négociations avec mon corps... Moi, le patient. Le patient, pas exactement. Vous, le docteur. Non, moi, le patient. Docteur, voilà. Parce que moi aussi, je suis sous stress, comme tout le monde, comme tout élément vivant. Donc, en ce qui concerne la gestion endogène, c'est-à-dire à l'intérieur de moi-même. Il y a d'abord la prise de conscience, il y a l'observation, évidemment, en tant que psychothérapeute et psychosomaticien, j'utilise ces outils-là. Il y a aussi les exercices de relaxation et de méditation qui vont permettre de freiner, de ralentir cet emballement du système sympathique et parasympathique. Mais ça, c'est ponctuel. Non, c'est comme une hygiène de vie permanente. C'est-à-dire que vous apprenez cette méthodologie aux patients. Exactement, des techniques simples de respiration abdominale orientées vers la symptomatologie qu'ils ont, avec des techniques de visualisation, d'hypnose en douleur. Alors, la technique de visualisation, ça veut dire quoi? Comment on peut en faire profiter les téléspectateurs maintenant? Alors, les techniques de visualisation entrent dans des programmes, ou du moins c'est comme ça que je l'entends, de relaxation, de capacité de se visualiser à soi-même, de s'imaginer étant dans une situation différente. Alors, un exemple concret, je reçois une personne qui est en stress permanent, qui est de profil A, hyper compétitif, agressif, et je demande à cette personne, au cours d'une séance, de s'imaginer relaxée, détendue sur son lieu de travail. C'est pas possible pour elle. Vous dites, les premiers temps, c'est extrêmement compliqué. Quand cette personne arrive à s'imaginer, à se visualiser en relaxation, j'entends, elle est plus prédisposée à le faire effectivement. C'est comme l'histoire de construire une villa. Il faut d'abord que j'en ai rêvé pour pouvoir transmettre l'idée à l'architecte. Mais est-ce qu'il faut absolument se faire accompagner par un spécialiste? On ne peut pas, par exemple, changer d'une manière ou d'une autre. C'est vous les professionnels, c'est à vous de nous dire comment on peut faire. Mais est-ce qu'il faut absolument aller en consultation dans un cabinet, suivre des séances pour arriver à gérer ce stress, ou bien on oublie des petites choses simples de la vie qu'on pourrait intégrer? Docteur Mouna, et après je vous donne la parole, docteur Moukele. Alors, je pense qu'il y a déjà des choses qu'on peut faire sur le plan personnel. Un minimum d'hygiène de vie, respecter les 8 heures de sommeil par nuit, ou le nombre d'heures physiologiquement dont j'ai besoin, éviter les situations stressogènes et s'extraire des ambiances toxiques. C'est-à-dire se repositionner. C'est là où on rentre dans la deuxième partie de mon rapport avec mon environnement. Alors, il y a des gens qui vont faire des choix, je dirais, définitifs. Changement de profession, changement de ville, changement de conjoint. Enfin, on n'est peut-être pas obligé d'arriver jusqu'à ces extrêmes-là, mais ils priorisent leur état de bien-être par rapport aux besoins de reconnaissance sociale et de réponse aux inputs de la société. Quand il y a une vraie prise de conscience, à ce moment-là, il peut y avoir des Alors, je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui s'autorégulent et qui n'ont pas besoin d'aller consulter pour ça, et j'en suis ravie. Mais ceux qui n'arrivent pas parce que l'engrammage a été trop profond ou parce que les conditionnements psychologiques finissent par contrôler le patient et pas l'inverse, à ce moment-là, effectivement, je pense qu'il y a besoin d'un accompagnement pour pouvoir changer ces paradigmes. Docteur Benkiren. Alors, je voudrais ajouter quelque chose qui pourrait peut-être être très utile aux gens. Alors, il y a cette notion, ce qu'on appelle de cohérence cardiaque. C'est l'Institut Hartman, justement, l'Institut du stress, qui en parle. Et il a mis au point une technique. C'est un institut dans quel pays? Aux États-Unis. OK. Alors, c'est HeartMath, c'est-à-dire M-A-T comme mathématiques, et Heart, c'est le cœur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué que le cœur a un cerveau. Le cerveau du cœur est très important pour la gestion de l'émotionnel. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est hyper stressé? L'émotion, qui est beaucoup plus rapide que la pensée, est prise en charge par notre mental. Et le mental va commencer à amplifier et à justifier cette émotion et tout le système commence à s'emballer. Et par quoi ça va se traduire au niveau de notre corps? Par une incohérence de la fréquence cardiaque, des tachycardies, des palpitations et des troubles du rythme. Qu'est-ce qu'on fait? Qui peuvent parfois être le symptôme quand même de maladies cardiaques. Mais justement, ça peut commencer comme ça et il paraît que 50% des cas d'anxiété qui ne sont pas diagnostiqués sont des troubles du rythme non diagnostiqués. Donc, il est très important, quand une personne est hyper anxieuse et angoissée, de faire comme un bilan de cohérence cardiaque. En quoi ça consiste? Avant, il y a 50 ans, on nous disait « Ah, un cœur qui bat
à 60 par minute de façon régulière, c'est la santé. Il s'avère que non. Le cœur doit être capable d'adaptation au dixième de seconde près. Parce qu'il est très sensible. N'importe quelle émotion qui rentre crée ce qu'on appelle de l'incohérence au niveau du rythme du cœur. D'accord. Docteur, juste parce qu'il nous reste 2 minutes, Alors, comment on peut faire le lien Comment avec... on peut faire le lien? C'est justement, il y a une technique qu'on stress appelle le freeze frame. Freeze frame, c'est quoi? C'est-à-dire, je reçois un événement stressant. Au lieu de stresser là avec ma... Au contraire, je reçois un événement stressant. Au lieu de réagir avec mon cerveau reptilien dont je vous ai parlé, oui. Donc c'est une réaction de stress qui est automatique, je fais ce qu'on appelle une réponse de stress consciente. Je fais un arrêt sur image. J'essaie de voir cet événement. Je fais une pause. J'essaie de l'intégrer. Je prends conscience de tout ce que ça fait au niveau de mon corps. Et à partir de là, je fais ce qu'on appelle une respiration 5-5, c'est-à-dire 5 inspirations pendant 5 secondes. Expiration pendant 5 secondes. Combien de fois? Pendant 5 minutes. Okay. Qu'est-ce que je fais? Je fais un arrêt sur image et j'imagine que je respire à travers mon cœur. Et là, qu'est-ce qui va se mettre? Le cœur va se mettre en cohérence avec la respiration. Et l'émotion va commencer à diminuer. Ça doit probablement fonctionner, mais ce n'est pas possible à mettre en place dans toutes les situations. Si on a par exemple un responsable, un patron... Voilà, un patron qui vous fait quelque chose. Voilà, sur place et qui attend une réponse. Voilà. On ne peut pas lui dire, attendez, je respire et je visualise. Eh bien, qu'est-ce que vous devez faire? Vous savez que vous allez peut-être rencontrer ce patron avant. Eh bien, je vais, moi, faire mon petit travail pendant 5 minutes de cohérence cardiaque, de me mettre dans un état de cohérence. Ce qui fait que quand je vais me présenter face, je ne vais pas me laisser submerger par l'émotion. Et ça, c'est une gymnastique à faire. Or, vous rentrez sur Internet, vous mettez cohérence cardiaque sur YouTube, il y a des exercices qu'on va vous montrer, que les gens en profitent, parce qu'ils vous montrent comment inspirer et expirer, et ça va rendre énormément de bien aux gens. Parce que j'ai discuté avec des cardiologues, ils ne parlent pas de cohérence cardiaque. C'est du nettoyage, en fait. C'est du nettoyage et de l'apprentissage pour mettre en cohérence le cerveau et le cœur. Alors, c'est vrai que pour les téléspectateurs qui nous suivent, pour certains, pourraient se dire, oui, mais quand même, ce qu'ils nous racontent, ce n'est pas toujours faisable. Mais ce qu'il faut savoir, et vous l'avez très bien expliqué, ce sont ces conséquences réelles du stress, ces libérations d'hormones, du stress et leur impact sur les organes. Et ça, c'est scientifique, ce n'est pas discutable. Et ce n'est pas anodin. Donc, il faut faire quelque chose. C'est soit on se laisse faire, on se laisse bouffer par ces hormones, soit on essaie de mettre en application ce que vous dites, vos recommandations. Docteur Mona Lohman, pour conclure. Alors, je rejoins, le docteur Benkela rejoint un petit peu cette idée de ralentir tout l'appareillage. Donc, on le fasse avec de la respiration, de la méditation, avec des techniques plus spécifiques. On est dans la même dynamique. D'abord, identifier, prendre conscience, apprendre les techniques et ensuite, quand je me suis récupéré quelque part, quand le niveau de stress a baissé, à ce moment-là, j'envisage une renégociation des conditions de cohabitation avec mon environnement et chacun va faire les choix qu'il va faire. Alors, et se dire qu'on n'a pas le choix, en fait, si on a envie, entre guillemets, de sauver sa peau. Soit on est dans le subconscient et là, on est en pilotage automatique en permanence et là, on se fait submerger par l'adrénaline et le cortisol, soit en conscience, son niveau de conscience, et on décide de prendre les choses en main. Le dernier petit mot, docteur Mona Lohman. Alors, le stress est nécessaire, mais la souffrance, pas du tout. Pas du tout, absolument. Donc, à partir du moment où je ne suis plus dans le plaisir, où je sens que des situations deviennent contraignantes pour moi, ou que j'ai des troubles de sommeil, il faut absolument que je réagisse pour me poser d'abord cette question, où est-ce que j'en suis par rapport à mon projet de vie, mon projet professionnel, et pouvoir réagir à temps avant que la maladie ne s'installe. Merci beaucoup pour vos conseils, pour votre partage, pour votre générosité pour les téléspectateurs dont on se dit tout. Docteur Mohamed Benkiran Saadi, médecin énergéticien, médecin ORL, et beaucoup d'autres spécialités. Docteur Mona Lohman, médecin généraliste, médecin de la douleur, psychothérapeute, spécialiste de la psychosomatisation, en espérant vous retrouver très vite sur le plateau. C'est un honneur de vous recevoir. Moi, je reste avec vous, les fausses couches à répétition. On en parle dans un instant, tout de suite. Et donc là, je suis avec le docteur Hicham Ben Abbas Taarji, gynécologue à Casablanca. Bonjour docteur. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir de revenir. Merci Lélir Texidier. Alors le sujet, on l'a annoncé, ce sont les fausses couches à répétition. C'est carrément considéré par les spécialistes comme étant une maladie, c'est bien ça? Tout à fait.
parce que c'est un drame psychologique pour la dame. La dame, ce qui lui importe, c'est d'avoir un take-home baby, c'est un enfant, c'est pas de tomber enceinte. Et donc, quand elle fait 2 ou 3 fausses couches, c'est vraiment très problématique pour elle. Alors vous, les spécialistes, à quel moment vous qualifiez cette fausse couche de pathologique? Alors, déjà, il y a plusieurs fausses couches. Il y a la première fausse couche. Les fausses couches sont très fréquentes. 50% des grossesses tombent spontanément, avant même qu'elle sache qu'elle est enceinte. Okay. Dans toutes ces fausses couches, il y a dans 10% des cas, je dirais, la femme qui fait une fausse couche spontanée. Elle avorte, c'est quelque chose souvent lié à des causes chromosomiques, des aberrations, et le bon Dieu les élimine dès le départ. On parle de fausses couches de maladies abortives ou de fausses couches à répétition à partir de 3 fausses couches spontanées d'emblée consécutives sans grossesse à terme entre les deux. Donc, c'est 3. Il ne faut pas s'inquiéter dès la première, il ne faut pas s'inquiéter. On peut 3 consécutives 3 consécutives sans grossesse entre les deux. Okay. On peut commencer à s'inquiéter au bout de la deuxième s'il y a des antécédents particuliers, s'il y a un terrain particulier, mais sinon on considère la maladie abortive à partir de 3 fausses couches consécutives. Ok, alors justement, est-ce qu'il y a beaucoup de couples qui sont touchés par ça? Je parle de couples, je préfère parler de couples et non pas de femmes, parce que c'est quelque chose qui va être vécu normalement par les deux, le mari et l'épouse. C'est pour ça que je parle de couple et non pas de patiente. Oui. Il faut savoir, pour proposer à la patiente, enfin au couple, donc une stratégie pour comprendre, il faut que nous-mêmes, médecins, comprennent la cause. Oui, on va parler des causes, mais est-ce que beaucoup de couples sont touchés par ça? Oui, je vous dis, c'est un drame parce qu'elle a peur. Je connaissais une patiente qui avait même peur de retomber enceinte parce qu'elle avait fait 3-4 fausses couches et donc elle n'avait pas envie que ça se retermine encore par une fausse couche. Au contraire, non, il faut chercher la cause pour essayer de proposer un traitement. Voilà, mais l'épidémiologie, justement, est-ce que peut-être qu'il n'y a pas de chiffres? Non, il n'y a pas de chiffres exacts, mais je veux dire, c'est pas je vous dis, la fausse couche précoce, normale, isolée et très fréquente. Presque une grossesse sur 10 clinique. 50% quand même des grossesses infracliniques, non connues. Mais là, ça touche, je dirais, 1 à 2% des couples qui ont cette fréquence de fausses couches, de maladies abortives, de fausses couches chroniques, de fausses couches spontanées répétées. Est-ce que c'est surtout pour la première grossesse? Non, ça peut toucher c'est à partir de 3 grossesses. On peut pas. La première grossesse, Non, ce que je veux dire, c'est première recherche de bébé. Oui, oui. C'est-à-dire, le couple vient de se marier. Oui. Est-ce que ça concerne plus le couple? Non. Ou bien on peut avoir déjà un enfant et ensuite développer cette problématique? Tout à fait. Maintenant, il faut savoir quelles sont les causes des fausses couches précoces. Quand c'est la première fois, c'est à 60-70% une cause chromosomique, une aberration. Et donc, CDRB l'élimine dès le début, heureusement. Maintenant, une fausse couche précoce peut également être une maladie qu'on va le découvrir par la suite. Absolument. Donc la femme fait une deuxième fausse couche, on peut se dire encore pourquoi. C'est à partir de la 3e fausse couche qu'on va rechercher les causes. Et donc vous ne faites pas d'investigation dès le départ? La première et à la deuxième, non. Sauf si par exemple je sais qu'elle a une maladie chronique, qu'elle a un lupus, qu'elle a un diabète. Éventuellement, je peux chercher une cause à ce moment-là pour la traiter. Mais un couple qui est nouvellement marié, a priori non, je ne ferai pas. J'essaierai de la rassurer. Je lui dirai de retomber enceinte rapidement. D'accord. Rapidement, combien de temps après? S'il n'y a pas de curetage, au bout de 2 mois, 3 mois. L'essentiel par contre, c'est de corriger un éventuel déficit en vitamine B9 et un éventuel déficit en fer. Éventuellement, c'est tout. Il n'y a pas de... Et donc là, on va commencer les investigations. Oui. Qu'est-ce que vous faites, docteur? Un bon interrogatoire. Savoir de quoi elle se plaint. Comment est-ce qu'elle a fait sa fausse couche? Premièrement, est-ce que c'est une fausse couche précoce, moins de 3 mois, ou est-ce que c'est une fausse couche tardive? Parce que les causes ne sont pas les mêmes. Fausse couche précoce, donc je ne fais rien. Si elle a refait, je vais chercher de quoi elle se plaint. Est-ce qu'elle est diabétique? Est-ce qu'elle n'a pas une hypothyroïdie? Est-ce qu'elle n'a pas un problème de maladie de système? Il y a plusieurs grandes causes. Il y a les causes inflammatoires. De maladies de système. Il y a les causes de... Ce sont des maladies qui vont se déclencher pendant la grossesse? Non, c'est des maladies qui sont connues. Connues, mais justement, la prise en charge se fait en amont, non? Tout à fait, mais c'est une cause de fausse couche. Okay. Grosso modo, il y a plusieurs, je dirais, tirées de causes. Il y a les causes
immunologique, c'est un problème d'immunologie. Donc le placenta se forme mal et les vaisseaux sont mal vascularisés. Et c'est pour ça que cette grossesse s'arrête. Ça peut être des causes de ce qu'on appelle de l'hémostase. Encore une fois, c'est la coagulation du sang pour des problèmes particuliers. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais justement, donc les petits vaisseaux qui nourrissent ce trophoblaste, ce bébé qui va grandir, enfin ce placenta qui va nourrir, eh bien, ils se bouchent et donc ça s'arrête. Il y a ce qu'on appelle un syndrome des antiphospholipides. C'est des anticorps qui, justement, aussi entraînent un problème d'hémostase. Il y a des problèmes infectieux qui peuvent donner ça. Il y a des problèmes utérins. Des fois, il peut y avoir une malformation utérine, une cloison, un polype ou quelque chose qui va gêner cette implantation. Encore une fois, il peut y avoir des causes génétiques ou géniques, chromosomiques. Des fois, des parents peuvent être porteurs d'une anomalie chromosomique sans qu'ils le sachent. Elle est équilibrée, ou bien tout simplement une anomalie d'un gène. Okay. Et donc ça va donner la première fausse couche, on va négliger, c'est pas grave, ça va donner la deuxième, encore une fois on va négliger, et à la troisième, non, il y a un problème, il faut explorer. Mais ces investigations quand même sont chères. Parce que je vous dis, il y a des milliers de causes. De causes, tout à fait. Est-ce que par exemple, quand les causes sont déterminées, quand on a la chance de déterminer les causes, forcément on a la solution? Il n'y a pas toujours une solution. Quand c'est une anomalie génétique, éventuellement, ça ne se fait pas au Maroc, mais il y a ce qu'on appelle des dépistages anténatals, du diagnostic prénatal. Ça nécessite de la fécondation in vitro. On va aller étudier. On sait que dans telle famille, il y a des problèmes de maladies liées à l'X, par exemple. Il y a un chromosome X qui est défectueux. Donc, toutes les filles tous les garçons de cette lignée sont morts, sont pas nés. Eh bien, on va aller chercher à ce moment-là, on va faire une fécondation in vitro, on va analyser. Ok, mais donc vous dites ça ne se fait pas chez nous? Ça ne se fait pas chez nous, c'est du dépistage prénatal, du dépistage diagnostic prénatal. Maintenant, par exemple, il y a des causes d'une malformation utérine. Eh bien, on peut aller réséquer une cloison qui donnait ces fausses couches. Mais ces fausses couches, elles donnent plutôt des fausses couches tardives. D'accord. Il peut y avoir un syndrome des antiphospholipides. Dans ce syndrome des antiphospholipides, c'est des anticorps qui vont empêcher la bonne vascularisation du placenta. On va donner éventuellement de l'aspirine ou des fluidifiants du sang qui vont permettre d'espérer, parce que ce n'est pas des résultats garantis, mais d'espérer... Donc ça reste quand même des grossesses difficiles. Tout à fait. Quand on est inscrit dans la pathologie abortive, ça donne, s'il y a grossesse, ça donne des grossesses difficiles. Tout à fait. Mais ça donne quand même des grossesses. Et donc je veux retenir le mot espoir. Absolument. Il y a des traitements... Pas toujours, mais la plupart du temps, on arrive à trouver une solution. On a essayé beaucoup de médicaments qui donnent des fois des résultats. Je vous dis l'aspirine, mais ce n'est pas une prescription courante et c'est un médecin qui doit la faire, un spécialiste qui doit la faire. Alors, une fois que ces causes sont déterminées, que la prise en charge a été efficace pour faire aboutir une première grossesse, quand une deuxième grossesse est désirée, est-ce qu'il faut une forme de prévention, une prise en charge spécifique? Non, si on connaît la cause et qu'on a pu traiter la cause, eh ben s'il y a une cloison utérine, par exemple, qui donne une mauvaise vascularisation, eh ben le fait de traiter cette cloison va permettre de poursuivre la première grossesse et les autres de manière normale. Si on sait que c'est un syndrome des antiphospholipides, ça donne pas mal de résultats avec des fluidifiants du sang, mais qu'il faut prendre à partir du 3e jusqu'au 9e mois. D'accord. D'accord, ça donne d'assez bons résultats. Il n'y a pas de conséquences sur le développement du bébé d'une manière ou d'une autre? A priori, non. Si c'est un diabète, on va l'équilibrer. Tout à fait. C'est important d'équilibrer. Si c'est un lupus ou si c'est une maladie de système, on va essayer de la refroidir, enfin, de lui conseiller de tomber enceinte une fois la maladie refroidie. C'est aussi important de passer ce message, docteur Tahaji, lorsque la maman a une maladie chronique, de bien programmer sa grossesse et de bien préparer le terrain avec son médecin traitant. Tout à fait. Par exemple, le diabète. Souvent, la femme ne sait pas qu'elle est diabétique. Et le diabète, avant la grossesse, va carrément déséquilibrer, va augmenter le risque d'anomalie chromosomique et donc donner des fausses couches, tout simplement. Parce qu'elle a un diabète déséquilibré dès le début. Non, il faut voir avec son médecin traitant, en collaboration avec le gynécologue, pour programmer cette grossesse et avoir moins de risques. Est-ce qu'il arrive qu'on ne trouve pas de solution, docteur Tahaji? Tout à fait. Tout à fait. Il y arrive, c'est possible. C'est possible, c'est comme la stérilité. On ne peut pas tout faire, c'est le bon Dieu qui décide. Est-ce que nous, on n'est que des intermédiaires? On essaye de trouver des solutions, à les proposer, mais encore une fois, je reviens sur le mot espoir.
Il y a de l'espoir quand même. Il faut pas négliger cela. Alors, on va peut-être conclure sur le volet psychologique qui est très important. Ces couples, moi, j'ai l'espoir de parler de couples et non pas de femmes, même si je sais que ce sont plutôt les femmes qui le vivent, qui sont le plus touchées, qui le vivent dans leur chair. Ces couples, comment vous les rencontrez, sont dans quel état et comment vous discutez? Ils sont souvent déprimés, la femme surtout. Des fois, on a la chance d'avoir un mari qui est avec elle et l'accompagnant pour justement essayer de dédramatiser. Les hommes sont moins expressifs. Il le sait, mais il est plus rationnel. Et si on ne peut pas avoir d'enfant, tant pis. Mais encore une fois, moi je dirais, c'est comme pour la fécondation in vitro. Il faut faire des essais. Et ça, la persévérance paye. Donc c'est ça qu'il faut. Il faut essayer de trouver une cause, les rassurer. Si on trouve une cause, on peut donner un traitement symptomatique, on peut donner le traitement. Mais encore une fois, la psychologie, il faut les rassurer et leur donner espoir, de telle manière à ce que ça puisse marcher un jour. Alors, nous avons beaucoup parlé des causes qui concernent la femme, mais il y a aussi des causes qui concernent, entre autres, l'homme, absolument. Les études sont assez controversées. Enfin, c'est pas de premier abord. On sait que, par exemple, un homme qui est âgé de plus de 45 ans, il va y avoir une diminution de la fertilité de ses spermatozoïdes. Tout à fait. Mais le problème de la fertilité, si c'est un bébé qui est anormal, ça va donner donc des aberrations chromosomiques et donc ça va donner aussi une fausse couche. Tout à fait. Mais c'est quelque chose qui reste à la marge. Parce que dans les maladies abortives, justement, quand vous répétez comme ça des fausses couches souvent, la part des causes génétiques, elle reste beaucoup plus rare. Elle est de 10-20%. Et je vous dis, a priori, non. A priori, ça ne va pas se répéter, a priori, si c'est juste un spermatozoïde qui ne marche pas. Par contre, un message que je veux passer, c'est important. Le bilan est cher. Mais c'est important, par exemple, dans des maladies abortives, de faire tout ce bilan, notamment un karyotype, pour rechercher est-ce qu'il n'y a pas déjà justement des malformations. Un karyotype, c'est l'analyse chromosomique des chromosomes des parents. De telle manière à voir est-ce qu'il n'y a pas déjà une anomalie chez ses parents. Absolument. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Dr Hicham Ben Abbas Taharji, gynécologue sur Casablanca. C'est un plaisir de discuter avec vous et merci pour cet éclairage. Merci de votre Je rappelle que nous avons parlé de stress pendant une grande partie de l'émission et comment le dépasser, ce fameux stress qui peut nous ronger de l'intérieur. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site medientv.com. Très bonne suite des programmes à toutes et à tous. Un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne pour la réalisation et la diffusion de cette émission à Tanger et à Rabat. À bientôt.